Nous continuons le long du littoral de la côte nord-ouest jusqu'à Sudavik, installé à l'entrée d'un fjord. Sur cette côte découpée, les fjords se succèdent et rivalisent de beauté. Il règne ici une ambiance féerique et sauvage à la fois. Dans cet environnement exceptionnel, de nombreux phoques ont élu domicile. Ces mammifères, qui sont d'excellents nageurs, passent le plus clair de leur temps en mer. Malgré tout, ils apprécient de longues siestes en groupe, posées sur des rochers le long du rivage. À Sudavik se situe un centre de recherche sur le renard polaire, seul mammifère terrestre natif d'Islande. Nous n'aurons pas l'opportunité, hélas, d'en apercevoir un, mais seulement quelques moutons isolés. En Islande, chaque village possède sa piscine. On ne résiste pas au plaisir de profiter de cette eau chauffée à 38 degrés. On est parti? Alors à 3, vous souriez au maximum. 1, 2, 3. À côté de la piscine, des sternes arctiques couvent leurs œufs dans des nids construits dans l'herbe à même le sol. Elles défendent leur nid avec conviction et n'hésitent pas à piquer les intrus lorsqu'elles sentent un danger. Encore un peu. Bon, ça suffit. On n'est pas loin. Nous traversons des zones toujours bien enneigées en direction du fjord Skogafjordur. Ce fjord abrite la deuxième plus grande ville du nord de l'Islande, Sauðárkrókur. Ici aussi, il y a beaucoup de lupins bleus. Ces fleurs ont été plantées au début pour fixer les sols, mais elles commencent à présent à poser un véritable problème à cause de leur prolifération trop généreuse au détriment des pâturages. Cette région est réputée pour être un important centre d'élevage de chevaux. On raconte d'ailleurs que ce serait le seul comté où les chevaux sont plus nombreux que les habitants. Des séchoirs de morues à l'air libre sont en voie de disparition. Il en reste néanmoins encore quelques spécimens par ici. Envoyées en Afrique, les têtes de morue sont réduites en farine pour nourrir le bétail. À quelques kilomètres de distance, cette petite église marque notre arrivée à l'ancienne ferme Glomber, transformée aujourd'hui en musée. Un retour dans le passé avec ces bâtiments qui datent de périodes différentes du XVIIIe et XIXe siècle. Ces constructions traditionnelles sont faites de bois et de tourbe. La toiture est également recouverte de couches de tourbe sur lesquelles pousse du gazon. Cet épais tapis sert à isoler et imperméabiliser l'édifice. L'inclinaison du toit est parfaitement calculée pour éviter les infiltrations d'eau de pluie. Cet habitat témoigne de la vie dure que les habitants de l'île pouvaient mener à l'époque. Une partie de cette ferme était encore habitée jusqu'en 1947.
Un long couloir central de 22 mètres dessert une quinzaine de petites pièces ayant toutes une fonction différente. La cuisine est la partie la plus ancienne. Des repas pour plus de 20 personnes y étaient préparés. Dans les garde-manger, on collectait la nourriture dans des barils. Dans la Badstofa, partie commune, le fermier, sa famille et les domestiques prenaient leur repas, travaillaient et dormaient. Cette pièce pouvait accueillir une vingtaine de personnes. Les femmes étaient réparties du côté des fenêtres car leur travail de couture et filage exigeait une meilleure lumière. Une pièce indépendante accueillait la chambre des maîtres. Il y avait également une chambre d'amis. Des vers sont gravés sur la planche de lit qui servait à maintenir la literie. Au volant, il faut être très vigilant. On peut faire des rencontres imprévues sur les routes. La preuve, cet homme tente de canaliser en même temps son chien et ses chèvres. Et c'est pas gagné. Chaque année, des millions de poulains naissent en liberté en pleine nature. Ces poulains suivent leur mère les premiers mois de leur vie. Ensuite, les jeunes sont placés au sein d'un troupeau dans lequel ils apprennent la vie en groupe, ce qui garantit caractère, endurance et force aux chevaux islandais. Ils deviennent adultes vers 6 ou 7 ans. Ce cheval robuste aux couleurs des plus originales aux plus classiques peut vivre jusqu'à 35 ans. Sa gentillesse et sa sociabilité en font un formidable compagnon. Cette route qui serpente le long du littoral nous conduit dans la somptueuse péninsule Trollaskaji, soit la péninsule du Troll. Nous faisons un stop pour apprécier pleinement ce point de vue fantastique. Cette région très montagneuse du nord de l'île comporte plusieurs sommets de plus de 1000 mètres d'altitude recouverts de petits glaciers. Au pied de ces montagnes se trouve le fjord et un charmant village de pêcheurs, nommés tous deux Siglufjordur. Surprise! La fanfare municipale nous attend. Pierre est sous l'emprise de la musique militaire. Et c'est parti. 1, 2, 1, 2. À Siglufjordur, ce musée retrace l'époque dorée de l'industrie du hareng autrefois. Dans les années 1960, à cause d'une pêche trop intensive et du coup la raréfaction du poisson, ce commerce s'est brutalement effondré. Faute de rentabilité, en 1968, toutes les usines ont fermé. Depuis, chaque été, une fête du hareng célèbre ce souvenir du passé. Pour nous, pas de hareng au menu, mais le fameux yaourt islandais Skyr. Ça c'est Skyr. Très bon ça. Top rago. La construction de tunnels a créé une véritable révolution dans les transports et a offert également une route complètement sécurisée.
Akureyri, qu'on nomme la capitale du Nord, est également un important port maritime situé à 50 km au sud du cercle polaire. La ville est animée et attire de nombreux touristes grâce aux activités diverses qu'elle propose. Une chèvre un peu spéciale et les trolls attendent patiemment les visiteurs de passage. Le port est un lieu d'escale pour les bateaux de croisière parcourant l'Arctique. Une longue montée d'escalier accède à la cathédrale à la silhouette plutôt austère. Les vitraux du XVe siècle ornaient jadis la cathédrale Coventry en Angleterre. Une mezzanine est occupée par un orgue et le bateau suspendu est une offrande pour les marins locaux. Encore quelques kilomètres avant d'atteindre Godafoss, la cascade des dieux. Cette cascade attire un flot ininterrompu de curieux. Elle se divise en plusieurs rameaux qui se déversent dans un cirque de roches basaltiques. En fin d'après-midi, nous arrivons à Húsavík, avec sa jolie église qui se dresse face au port. Autour de ce charmant port de pêche se concentre toute l'activité. Mais la plus grosse attraction à Húsavík, c'est l'observation des baleines. Notre petit groupe se décide à embarquer pour une sortie en mer. Il faut d'abord trouver la combinaison à la bonne taille, puis, deuxième étape, réussir à l'enfiler. Ça n'a pas été facile pour tout le monde, mais c'est fait. On est tous équipés, on va pouvoir partir en mer. Nous avons tous les yeux écarquillés pour ne rien perdre du spectacle. 11 espèces de cétacés visitent les eaux de cette baie, mais certaines y vivent à demeure toute l'année. Notamment la très rare baleine bleue qui a eu la gentillesse de se montrer. C'est le plus grand animal vivant sur la planète, elle peut mesurer jusqu'à 33 mètres. L'été est la meilleure période d'observation car le plancton est abondant et fait affluer les cétacés en grand nombre. Aujourd'hui, il y a pas mal de houle, il faut donc vraiment s'accrocher aux barrières de sécurité. Malgré tout, l'ambiance reste détendue, sous la surveillance quand même de Denise dans son perchoir. Après plusieurs heures de navigation, retour vers la terre ferme et les collines couvertes de lupins. Nouvelle étape aujourd'hui dans cette région qui offre un concentré de phénomènes volcaniques. Nous sommes ici exactement à cheval sur deux continents. La dorsale médio-atlantique est une gigantesque faille qui sépare les plaques tectoniques d'Amérique et d'Europe. La grotte Grottagia permet d'accéder à l'intérieur de la faille. Sous une coulée de lave s'est formé un lac d'eau chaude vaporeuse d'un merveilleux bleu turquoise. Des sentiers balisés parcourent le site de Dimmu Borgir. Issu d'un phénomène géologique complexe,
Le spectaculaire champ de lave nommé les Châteaux Noirs s'étend sur 2 km. Il tire son nom des piliers de basalte qui le hérissent. Non loin du site de Dimmu se trouve le lac Mývatn. Il s'est formé après divers épisodes volcaniques. Il y a 2300 ans environ, une coulée de lave a coupé le lit d'une rivière et a formé une retenue naturelle qui a donné naissance au lac. Il s'étend sur 37 km² avec une profondeur moyenne de 2 mètres. On peut voir ici des pseudo-cratères. Ce sont des formations dépourvues de cheminées volcaniques. Ils ont été créés par des explosions de vapeur lors du contact d'une coulée de lave avec l'eau du lac. Lac Mývatn veut dire lac des mouches. Son nom vient des nuées d'insectes qui envahissent ces rives en été. Mais tout est prévu, on peut acheter des filets pour se protéger contre les envahisseurs. C'est aussi un paradis pour les ornithologues. On a dénombré jusqu'à 55 espèces d'oiseaux qui se régalent grâce à l'abondance des insectes. Nous avons pu observer plusieurs oiseaux, comme le phalarope à bec étroit, la grive movis, le chevalier gambette et une superbe bécassine des marais. En poursuivant la découverte de cette région, nous passons près du bassin aux eaux laiteuses de la centrale géothermique de Bjarnarflag. C'est la plus ancienne d'Islande. Par son importance, la centrale permet d'alimenter une grande partie de la population en électricité. La route traverse le site de la centrale géothermique de Krapla qui produit de l'électricité grâce à la vapeur d'eau qu'elle capte à très haute température. Dans un panorama mystérieux se dresse une montagne jaune-orangée nommée Namafjall. Sa couleur provient des dépôts de soufre issus des sources d'eau chaude. La région regorge de phénomènes géologiques tous plus fascinants les uns que les autres. Dans les champs de lave de l'Ernjökull, un sentier balisé monte vers la colline dans un paysage complètement lunaire. L'ascension est agrémentée par la recherche de ces jolies roches bleutées parsemées sur le sol. Au sommet, le spectacle est saisissant, au moins autant que le vent qui nous pénètre. On domine un vaste champ de lave noire datant de la dernière éruption de 1984. La lave est encore fumante et le sol peut être très chaud par endroits. Les couleurs et contrastes sont étonnants. L'ocre et le jaune apparaissent sur le sol et rappellent la présence du soufre. Les anciennes coulées de lave sont de couleur grise alors que les plus récentes sont d'un noir intense. Sur ce sol tourmenté, la flore a repris sa place, comme ici l'azalée alpine ou la dryade à 8 pétales. Dans le même secteur volcanique, le cratère Viti s'est formé lors des éruptions de 1724. Il s'est rempli d'un lac d'une eau de couleur bleu turquoise sublime. Nous redescendons à présent vers le site volcanique de Verir. Les panaches de vapeur et l'odeur du soufre nous accueillent dès l'arrivée. Les solfatares colorent le sol d'un super dégradé de jaune et d'orangé.
Les mares de boue bouillonnent comme des marmites et nous rappellent que le magma n'est qu'à 3 km sous la surface terrestre. L'activité du sous-sol est impressionnante. D'ailleurs, des gisements de soufre ont été exploités pour alimenter l'Europe en poudre à canon à partir du XIIIe siècle. Le canyon d'Asbirgi est une curiosité naturelle en forme de fer à cheval, au milieu duquel se trouve un énorme rocher de 25 mètres de hauteur sur 500 mètres de longueur. Au cœur d'une végétation abondante de bouleaux, saules, pins et sorbiers, une petite randonnée nous mène au lac de Botsjorn. Ce lac, au reflet vert émeraude, est un refuge pour de nombreux canards. Ici, une femelle canard siffleur et toute sa petite famille. Un garrot d'Islande. Une piste plutôt chaotique traverse le parc national Jökulsárgjófur jusqu'à atteindre la rivière glaciaire Jökulsá. De là, un sentier longe le canyon où se trouvent des formations volcaniques impressionnantes. Des orgues basaltiques partent dans tous les sens et forment des figures plutôt étonnantes. Certaines sections, sculptées par l'érosion, évoquent des caractères chinois. Au cœur du parc national Vatnajökull, la cascade d'Etifoss, avec ses 100 mètres de largeur, se précipite dans un bruit assourdissant du haut d'une falaise à 45 mètres de hauteur. Avec un débit d'environ 200 mètres cubes par seconde, elle détient le record de cascade la plus puissante d'Europe.